Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le traitement médiatique de la biodiversité. Alors j'espère que vous voyez bien mon écran avec notre présentation. Je précise une chose pour les personnes qui nous rejoignent. Pour les questions, vous pouvez les poser dans le chat, dans la partie questions et réponses. On les relaiera auprès des intervenants au moment des 2 sessions de questions-réponses que nous avons. Et je précise aussi que le webinaire est enregistré, donc il sera rediffusé, plus tard. Donc je suis Floriane Vidal, je suis la coordinatrice du lab biodiversité pour Reporters d'Espoir. Reporters d'Espoir, c'est une association qui a été créée il y a 20 ans, qui a été la pionnière du journalisme de solutions, et qui a mis en place tout un tas d'actions pour faire essaimer cette méthodologie, avec notamment en 2015, dans le cadre de la COP, un lab dédié au climat, avec cette idée de faire monter en compétence les journalistes sur les questions climatiques, et mieux valoriser ce sujet dans les médias. Et nous lançons en 2025 un autre lab qui, lui, est dédié à la biodiversité, avec pour objectif, pareil, de faire monter en compétence les journalistes sur ce sujet, avec un appui scientifique pour pouvoir traiter au mieux le sujet. Le lab biodiversité, ce sont 4 grands axes qui vont être déclinés sur les 3 années à venir, avec plusieurs actions. Celle que nous vous présentons aujourd'hui, c'est l'étude qualitative qui pose un peu les bases de ce lab. Il y aura aussi une étude quantitative dont nous publierons les résultats à la fin du mois de mai. Il y aura des prix pour valoriser aussi les reportages faits par les journalistes. Il y aura des formations. Nous avons notamment ce que nous appelons le tour des reporters d'espoir, qui consiste à aller dans les rédactions et aussi dans les écoles de journalisme pour partager, pour former, pour accompagner sur ces sujets. Nous avons notre première étape à Lyon ce vendredi dans le cadre de l'événement Ici on agit organisé par le groupe EBRA. Et il y a aussi un cours en ligne, un MOOC que nous préparons en partenariat avec l'IJBA, l'école de journalisme de Bordeaux, qui paraîtra en début d'année prochaine. Et enfin, nous avons une revue annuelle thématique. La prochaine paraît en juin, j'en reparlerai à la fin de ce webinaire, et un événement, le Challenge Reporter d'Espoir, qui aura lieu en juin, qui est sur invitation et qui a pour but de rassembler une soixantaine d'acteurs des médias et de la société pour réfléchir ensemble à comment valoriser ce sujet de la biodiversité dans les médias. La biodiversité, c'est aussi un écosystème d'acteurs. Alors à gauche, vous avez les membres de l'équipe Reporters d'Espoir qui travaillent sur ce programme de la biodiversité. Et nous avons l'appui d'un comité scientifique. Pour le moment, 3 personnes nous ont rejoints. 2 autres devraient y arriver dans les prochains mois. Mais en tout cas, nous avons Philippe Grancola, donc du CNRS, qui prendra la parole tout à l'heure, Sabrina Gaba de l'INRAE et Carole Châtelain de l'AJSPI, qui vont pouvoir nous accompagner sur voilà, ce volet scientifique et appuyer nos actions, nos contenus et s'assurer de la qualité scientifique de ce qui sera produit par Reporters d'Espoir. Et ce lab n'existerait pas sans le soutien de notre partenaire principal, qui est l'Office français de la biodiversité. Et pour en parler, je laisse la parole à Vivien Rebiel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup Floriane de me passer la parole. Donc, je m'appelle Vivien Rebière, je travaille à l'Office français de la biodiversité sur les enjeux de culture et de médias. Donc l'OFB est un établissement public de l'État sous tutelle des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture. Et donc nous travaillons avec notamment les journalistes dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité, donc une stratégie du gouvernement, sur la montée en compétences de différents acteurs et de différents secteurs de la société, et notamment secteur professionnel. Et notamment cette SNB, Stratégie nationale biodiversité, elle prévoit de former d'ici 2030 900 journalistes sur les enjeux de biodiversité, plus globalement sur les enjeux de ce qu'on appelle le vivant. En effet, nous, on s'appuie sur les rapports de l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité, et notamment 2 rapports qui sont sortis en décembre dernier, un ce qui s'appelle le Nexus et l'autre sur les changements transformateurs. Et ce rapport sur le Nexus en particulier, il nous montre l'importance de traiter les enjeux de biodiversité, de santé, d'alimentation, de changement climatique, d'eau et d'alimentation de manière connectée, ensemble et simultanée. Et le rapport sur les changements transformateurs, lui, il nous propose de transformer notamment nos représentations, nos visions
à la fois sur les enjeux de la biodiversité et du vivant, et puis globalement les valeurs qui sous-tendent la société, pour être de plus en plus alignés avec les mesures, les actions à prendre pour enrayer l'effondrement de la biodiversité. Dans ce contexte-là, évidemment, de notre point de vue, les journalistes et plus globalement tous les acteurs des médias sont centraux et ont un rôle majeur à jouer pour favoriser la montée en compétences des citoyens, améliorer les enjeux d'information sur les questions de biodiversité et sur aussi la manière de le traiter. En effet, la biodiversité est souvent invisibilisée ou cantonnée au sujet nature, aux rubriques environnement, alors qu'elle est une thématique qu'on pourrait appréhender de manière bien plus globale. Et il nous semble que c'est une des voies pour favoriser un changement des représentations. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de soutenir et d'accompagner Reporters d'Espoir dans son programme. Merci beaucoup, Vivien. Et pour commencer donc, à parler de ce programme de façon plus concrète, on va vous partager aujourd'hui les résultats de l'étude qualitative qui a été menée par Iligo. Donc, je vais passer la parole à Céline Pasquier, qui est directrice adjointe de cet institut d'études. Céline, à toi. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous raconter en quelques slides les grandes conclusions de l'étude que nous avons menée auprès de 12 personnes. Donc on avait des journalistes de différents médias, différents postes, vous avez ici les logos, et des scientifiques sur leur vision aujourd'hui du traitement médiatique de la biodiversité. Et ils nous ont partagé des recommandations pour pouvoir demain, selon eux, mieux la traiter. Et c'est ce que je vais vous présenter ce matin. Tous s'accordent finalement à dire que le traitement aujourd'hui la médiatique de la biodiversité, c'est en progression. C'est mieux qu'avant, mais elle est quand même sous-traitée. Et pourquoi elle est sous-traitée? Parce que finalement, ils se disent, aujourd'hui, on va parler de biodiversité quand il y a une actualité, un chiffre, une étude à relayer, et que finalement, il n'y a rien d'autre à ce moment-là de plus urgent, de plus important à mettre en avant. Donc, elle est vraiment en concurrence avec beaucoup d'autres sujets, ce qui explique qu'on en parle finalement assez peu selon eux, mais que c'est quand même mieux. Si on devait résumer finalement cette étude à un seul verbatim, ce serait celui qu'on vous a mis ici, c'est-à-dire qu'ils s'accordent tous à dire qu'il faut en parler plus et mieux. Et on va voir comment on va pouvoir en parler plus et mieux. Donc il y a deux grands freins finalement qui sont identifiés dans ce traitement de la médiatique de la biodiversité. Le premier finalement, c'est que c'est un sujet qui est jugé peu porteur. Et c'est un sujet qui est jugé complexe. Alors, pourquoi peu porteur? Finalement, il est en concurrence avec des sujets qui sont jugés prioritaires dans les comités de rédaction. Ce sont souvent des sujets qui sont plus dans l'immédiateté, l'entertainment, le sensationnel, les faits divers, Trump, la guerre. Donc voilà, des sujets qui sont plus traités, qui sont en tout cas une actualité qui est jugée prioritaire. Et puis, c'est un sujet qui est jugé comme anxiogène. Et aujourd'hui, les comités de rédaction aspire à avoir des sujets un peu moins anxiogènes. C'est jugé comme très complexe. Pourquoi complexe? Parce que finalement, le concept même de la biodiversité est assez large. Et en fait, ce qui nous explique, c'est qu'il y a la biodiversité, il y a le climat, et finalement, il faut trouver un angle pour pouvoir parler de la biodiversité, et que c'est pas forcément évident de savoir comment attirer le propos. Et ils s'accordent, et c'est pas, ils sont sincères, ils se disent, il y a aussi un manque de savoir et de prise de hauteur des journalistes sur le sujet global de la biodiversité, qui fait que finalement, on va pas toujours pouvoir raconter l'histoire dans son intégralité. On va dire par exemple qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pâquerettes, mais si on n'explique pas aux gens pourquoi il n'y a plus de pâquerettes et les conséquences du fait qu'il n'y ait plus de pâquerettes demain dans le quotidien des citoyens, finalement, on passe un peu à côté de l'information. Et ça demande effectivement d'avoir un petit peu de connaissances sur le sujet et de coup de se faire aider. Et il y a aussi, alors c'est le parallèle avec le fait que le sujet soit jugé comme étant un peu anxiogène, il y a le fait qu'il y a un journalisme de solution qui est peu connu sur la biodiversité. Il est un petit peu plus connu sur le climat. Donc, en fait, la biodiversité va moins être traitée parce que moins connue en termes de solutions. Donc, voilà, ces deux grands freins sont finalement les freins qui nuisent à la prise de conscience d'un côté journalistique et de l'autre côté collective, puisque effectivement, les citoyens sont informés via le journalisme. Donc, ça, c'était effectivement sur les deux grands freins qui étaient connus. En termes de recommandations, ce qu'ils nous ont dit, c'est que
pour vraiment mieux traiter de la biodiversité, on va voir que c'est plus et mieux et que en termes de traitement, il va falloir faire un mix entre émotion et explication scientifique. C'est-à-dire que l'émotion va accrocher, mais derrière, il va falloir expliquer et proposer des solutions. Donc ça, c'est le résumé. On aime bien résumer en une phrase pour que ce soit marquant, mais en tout cas, c'est de se dire qu'il faut effectivement les deux pour faire évoluer finalement la prise de conscience. Donc comment est-ce que finalement on va pouvoir plus en parler? Ce que nous ont dit journalistes et scientifiques, c'est qu'il va falloir faire de la biodiversité un sujet médiatique du quotidien. C'est-à-dire pas forcément en parler uniquement dans les pages nature, dans les pages environnement, mais l'infuser dans tous les sujets. C'est-à-dire de parler, d'infuser la biodiversité quand on va parler politique, économie, santé, consommation, et que ce soit vraiment un sujet global pour pouvoir améliorer cette prise de conscience. Il va falloir que les médias généralistes, la télévision notamment, et les créateurs de contenu soient acteurs de ce traitement médiatique parce qu'effectivement, tous ont conscience de se dire il faut que ce soit sur les grands médias pour pouvoir alerter. C'est-à-dire que si on ne communique que sur les médias qui sont déjà lus par des gens qui sont sensibilisés au problème, finalement, on ne va jamais pouvoir agrandir la connaissance et sensibiliser les citoyens. Enfin, on nous a parlé d'un intérêt d'une quantification factuelle pour une prise de conscience. C'est un petit peu le parallèle avec la politique, de se dire finalement, si on nous montre avec des faits de façon factuelle, comment aujourd'hui, quel pourcentage la biodiversité a dans les médias, comment on le traite, on va se rendre compte, nous journalistes, que c'est pas beaucoup traité sans doute, et du coup de voir comment on peut s'améliorer, comment on peut augmenter ce chiffre. Donc effectivement, il y a besoin de rationnel, et pour plus en parler, c'est les 3 grands leviers qui nous ont été donnés. Alors ça, c'était sur le volet plus, et sur le volet mieux en parler, il y a différentes approches qui ont été données. La première, c'est vraiment, et ça c'est très important, c'est le fait de proposer une approche systémique, c'est-à-dire d'expliquer concrètement pourquoi et surtout pour les citoyens les conséquences que vont avoir les différents phénomènes sur leur quotidien, de façon à pouvoir vraiment plus alerter les citoyens et plus faire changer les choses. Donc cette approche systémique est vraiment la plus importante. Petit 2, alors on l'a remis dans le mieux en parler, c'est effectivement de nouveau d'infuser la biodiversité dans tous les sujets, de l'intégrer aussi dans le quotidien. Donc ce fait de l'infuser, ça va être sur le mieux et le plus en parler. Va y avoir aussi un sujet sur la vulgarisation. Comment est-ce qu'on va vulgariser? Alors, il y a différentes idées, hein. C'est effectivement d'éviter les termes trop scientifiques qui ne sont pas forcément connus de tous. C'est de proposer des exemples, d'ancrer finalement la biodiversité dans la réalité des citoyens. Quand on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de presse locale finalement qui traitent un peu plus de la biodiversité parce qu'ils vont partir d'un phénomène qu'ils voient auprès de chez eux. Ils vont en fait plus creuser des fois que des médias nationaux qui n'ont pas cet ancrage et cette vulgarisation plus facile. Donc il y a effectivement le fait de vulgariser par la proximité qui peut aider. Mais effectivement, c'est de faciliter la compréhension et d'éviter le côté très, très jargon qui des fois enfin, en tout cas est possible. Et puis, au-delà de vulgariser, c'est de raconter une histoire. Et on reprend effectivement ce thème d'émotion dont on a parlé tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il va falloir accrocher les gens. Il va falloir trouver un angle. Il va falloir traiter le sujet avec émotion. On va remettre effectivement aussi de la proximité. On va mettre des symboles. C'est effectivement de raconter souvent par une petite histoire la grande histoire de la biodiversité et de pouvoir plus facilement accrocher. Et ça, c'est d'autant plus important qu'ils nous ont dit en préalable que la biodiversité, c'est un sujet tellement vaste que des fois, l'angle à trouver n'est pas évident et qu'on est obligé de passer, en tout cas, de prendre une histoire pour pouvoir mieux la raconter. Donc, il y avait effectivement ce fait de raconter une histoire, mais aussi d'alerter, parce qu'effectivement, dans cette notion de la biodiversité est jugée comme un petit peu anxiogène, on peut alerter, on peut donner des chiffres, il faut donner les chiffres. Mais par contre, à côté, il faut proposer des solutions et de l'optimisme. Il ne faut pas juste être factuel et dire, voilà, ça va pas bien, mais de dire comment est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça aille mieux. Et ça, c'est vraiment le journaliste de solution dont parle Reporter d'Espoir, mais c'est vraiment important pour les journalistes et les scientifiques d'avoir cette option d'optimiste pour au global. Dernier point, enfin avant-dernier point, pardon,
il faut embarquer tout le monde. Et embarquer tout le monde, ça va être d'embarquer les citoyens, mais aussi les entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a certains journalistes qui nous disaient, qui étaient en lien avec des entreprises et qui nous disaient, il y a quelque temps, on parlait un peu de RSE, enfin, on parlait beaucoup de RSE, la crise, l'inflation est arrivée, on parle un peu moins de RSE. Et finalement, aujourd'hui, la biodiversité n'est pas arrivée dans les sujets dont on parle aujourd'hui avec les entreprises quand on va rencontrer les entreprises. Donc, c'est effectivement d'embarquer chacun, le citoyen, les entreprises, pour parler de biodiversité et voir comment on peut mieux en parler. Dernier fait, c'est le fait de parler, d'être factuel. Pourquoi est-ce qu'il faut être factuel? Dans la notion de factuel, il y avait la notion factuel et pas militant. C'est-à-dire qu'il faut avoir des chiffres simples, des chiffres compréhensibles pour expliquer effectivement aux citoyens ce qui se passe, les évolutions. Donc il faut vraiment faciliter le traitement de l'information. Côté journaliste, qu'est-ce que ça veut dire aussi de faciliter le traitement? Ça veut dire avoir par exemple des banques d'images à disposition pour pouvoir plus facilement illustrer un sujet, en parler, avoir aussi un feedback rédactionnel sur comment est-ce qu'on aurait pu mieux traiter, par exemple, ce côté systémique, qui n'est pas forcément toujours, selon les journalistes, traité au mieux. Comment est-ce qu'on peut finalement s'améliorer dans le traitement que nous faisons aujourd'hui de la biodiversité. Donc voilà, en très résumé, parce qu'on a eu beaucoup plus d'insights, mais en très résumé, ce que nous ont partagé et scientifiques et journalistes sur leur vision actuelle du traitement de la biodiversité et les recommandations pour finalement demain réussir ensemble à plus évoluer et plus mieux traiter en tout cas le sujet. Merci beaucoup, Céline. On a prévu une première session de questions-réponses. Je sais pas, je me tourne vers l'équipe Reporter d'Espoir pour savoir s'il y a des questions dans le chat. En sachant qu'il y aura une... Oui, vas-y, Julia. Il n'y a pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas à intervenir si quelque chose vous vient à l'esprit, mais pour l'instant, je n'ai pas reçu de questions. Très bien, pas de souci. Oui, je précise qu'il y a une deuxième session de questions-réponses après la deuxième partie du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat et peut-être à mentionner aussi à qui s'adresse la question, comme on est plusieurs intervenants. Mais s'il n'y a pas de questions pour le moment, je propose qu'on enchaîne, puisqu'on va avoir un peu plus de concret avec la deuxième partie de ce webinaire. Donc avec deux interventions, une sur l'aspect formation, une sur l'aspect scientifique par rapport à la biodiversité. Donc avec Cyril Franck, qui est consultant et formateur auprès des journalistes, et puis Philippe Grancola, qui est directeur de recherche au CNRS, mais qui intervient très souvent auprès des journalistes, que ce soit pour parler de biodiversité ou pour les former. Donc l'idée, c'est d'avoir des vues un peu complémentaires de ce sujet pour pouvoir comprendre quels sont les enjeux et comment concrètement on peut implémenter ce sujet dans son travail quotidien. Cyril, je te laisse la parole. Merci Floriane. Oui, donc formateur, consultant média et je gère plusieurs organismes de formation. Mon expérience des journalistes, donc j'en ai formé vraiment pas mal, c'est que la première chose, c'est qu'il faut leur donner envie. D'abord, mais c'est pas spécifique aux journalistes, mais en particulier sur des professionnels qui ont peu de temps, qui sont toujours à flux tendu, qui sont dans un rythme effréné. Il faut leur donner envie de s'intéresser au sujet. Et qu'est-ce qui peut les intéresser? En quoi c'est utile cette formation pour mon travail? En quoi c'est utile pour moi à titre personnel? En quoi c'est utile pour les citoyens en général? Ça passe donc nécessairement par le fait de lever les freins. Et ils ont été un petit peu évoqués dans l'étude, c'est qu'effectivement, un des freins principaux, c'est l'audience. Quantitativement, on sait qu'effectivement, par rapport à un sujet plus facile, je dirais, comme par exemple l'effet divers ou une catastrophe ou une polémique, évidemment, ce sont des sujets qui vont être quantitativement moins efficaces. Mais il faut les rassurer sur le fait que d'une part, c'est qualitativement qu'il faut aussi mesurer les choses. L'engagement qui est produit sur ce genre de sujet est généralement supérieur, et c'est ce qu'on montrera dans le MOOC, je pense. Et puis aussi, ça dépend beaucoup du traitement qui est fait de ces sujets. Et donc, ça, c'est valable pour tous les sujets un peu plus difficiles, je dirais. Si le format est adapté, et on retrouve aussi ce qui était un peu évoqué dans la présentation de Céline, c'est vrai, il faut raconter des histoires, il faut partir du quotidien, il faut partir d'exemples concrets qui parlent, de proximité. Et là, d'un seul coup, on retrouve de l'intérêt, on retrouve de l'audience et on retrouve de l'impact.
Donc, la première chose, donc, c'est donner envie aux journalistes de s'intéresser au sujet. Ensuite, dans la formation, et c'est valable pour tout le monde, mais en particulier pour ce public, il faut être le plus concret et utile possible. C'est-à-dire donner des clés de compréhension, de méthodologie, des outils, des informations qui sont activables. S'appuyer sur des exemples concrets, alimenter tout ce qui peut les inspirer dans le traitement efficace, par exemple, effectivement, des sujets de ce type-là. Et puis, peut-être aussi lister les choses qui sont à éviter pour aller un peu plus loin que le traitement superficiel qui peut être fait. Voilà, donc apporter des éléments concrets et utiles vraiment au quotidien. Sur la partie méthodologique, par exemple, parce que je dis que dans les bonnes pratiques, il faut donner des exemples, je vais en donner un, c'est comprendre, par exemple, les critères d'évaluation d'une étude scientifique. Qu'est-ce qui fait qu'on distingue une bonne étude d'une mauvaise? Est-ce qu'on peut partir de cette étude pour généraliser ou en tout cas avoir une vue globale ou pas? Donc ça, ce sont des éléments concrets, importants pour toute formation et pour les journalistes en particulier parce qu'ils sont ils ont un esprit critique particulièrement développé. Donc il faut arriver à les convaincre là-dessus. Ensuite, le troisième point, c'est de permettre une assimilation dans la durée. C'est valable de toute pédagogie, encore une fois. On a besoin d'oublier plusieurs fois les choses avant de pouvoir les retenir vraiment. Ça, c'est comme ça que fonctionne notre mémoire. Donc, il faut y aller à la fois progressivement, avec récurrence, et puis de façon croissante. Il faut être capable de mobiliser de façon, idéalement, les connaissances au fur et à mesure et de façon croissante. Et on renforce comme ça la maîtrise des acquis au fur et à mesure de leur mobilisation. Et quand on y va progressivement et qu'il y ait de la récurrence, alors c'est beaucoup plus facile. Et ça veut dire que dans les modes d'apprentissage, il faut pouvoir s'arrêter et reprendre un peu quand on veut pour que ça soit efficace, surtout dans un mode de vie un peu fou, un peu complètement désordonné, où on est soumis à l'infobésité. Et alors enfin, le dernier point, et non des moindres, c'est le quatrième point, c'est qu'il faut être le moins douloureux possible. Et là, j'entends par là que faire apprendre quelque chose, c'est un effort. Et c'est nécessairement un tout petit peu douloureux. C'est le mythe de la caverne de Platon, la lumière qui vous éclaire, qui vous fait un peu mal. Faire un effort, oui, mais sans faire mal pour autant, c'est-à-dire sans que ça soit complètement pénible. Et là, on passe et on retrouve effectivement le côté éviter les jargons, éviter les termes complexes, vulgariser et aussi apporter des formats qui sont agréables, des formats qui sont dans la narration, des citations qui peuvent être intéressantes, dans les formats d'apprentissage, les quiz qui sont très efficaces, et puis des éléments d'explication, des récaps réguliers pour pouvoir avoir le sentiment, donner le sentiment aux personnes qui apprennent qu'ils ont appris des choses quand même au fil du temps. Donc, explications longues, explications courtes, et puis des cartoons, enfin tout ce qui est possible, qu'est-ce qui est possible en termes de format de plaisir. Et ça, c'est une règle générale sur le journalisme en général. Il faut apporter plus de plaisir pour intéresser les gens. Et je m'arrêterai là sur les principaux conseils en termes de pédagogie en général. Merci beaucoup, Cyril, pardon. Je vais passer la parole à Philippe. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. On donnera la parole tout à l'heure si certains veulent prendre la parole pendant la session de questions-réponses. Philippe, je te laisse la parole sur l'approche systémique et je te laisse me faire signe quand tu veux que je change les slides. Merci Floriane. Oui, bonjour. Oui, en fait, je vais finalement réitérer un peu ce qui a été dit jusqu'à présent et ce avec le quoi je suis particulièrement d'accord. En fait, je pense qu'à propos de biodiversité, on a vraiment une bascule à réaliser. C'est pas seulement un problème de perception, c'est pas seulement un problème d'attractivité, d'explication ou de vaincre des présentations qui peuvent être finalement, qui peuvent susciter l'anxiété ou l'indifférence ou l'antagonisme. C'est aussi d'arriver finalement à expliquer un certain nombre de fondamentaux qu'on doit pouvoir finalement arriver à insérer dans nos représentations culturelles, parce que pour beaucoup d'entre nous, je pense que nous n'avons pas ou nous avons une représentation culturelle de la biodiversité qui est défaillante. En particulier, voilà, quand on regarde ce que c'est que la biodiversité au plan scientifique, on pense tout de suite à une accumulation d'espèces, donc la boîte centrale de cette diapo, là, avec voilà, des espèces différentes, et on évacue, par exemple, les deux autres dimensions, la dimension diversité génétique, le fait que dans une même espèce, des individus peuvent être différents, et ça, c'est fondamental à l'adaptation, et à plein de problématiques de sélection variétale ou d'évolution.
Et puis on évacue également l'aspect systémique, hein. On oublie trop souvent que la plupart des espèces vivantes ne peuvent pas exister sans des partenariats, des prédateurs, d'autres espèces qui constituent leur régime alimentaire ou qui entretiennent des relations avec elles très importantes. Donc il y a vraiment déjà un effort d'arriver à restituer ces trois dimensions qui, pour beaucoup de personnes, ne sont tout simplement pas familières ou connues. Diapo suivante, s'il te plaît, Floriane. Et puis, évidemment, on a quand même un biais sensoriel majeur, hein. Quand on regarde, quand on parle de biodiversité à la plupart des personnes, ça évoque pour elles des espèces charismatiques. Alors, par exemple, la petite abeille qu'on voit à gauche, là, qui est en train de butiner, parce que ce serait difficile de ne pas voir une abeille butiner à une ruche chez 50 à 70 000 individus. En été, on voit beaucoup d'abeilles. Mais par contre, évidemment, il y a plein d'autres dimensions de la biodiversité qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. Donc, par définition, elles ne sont pas partie prenante de nos représentations. Voilà, on ne voit pas, par exemple, notre microbiote intestinal bactérien. Une bactérie, c'est invisible, encore plus quand elles sont à l'intérieur de notre corps. Pourtant, on pèse tous 2 kilos de bactéries. On ne voit pas les mycorhizes qui enveloppent les racines des plantes. Toutes les plantes en ont absolument besoin. On ne peut pas le percevoir puisqu'on ne le voit pas. J'ai mis à dessin 2 prédateurs, hein, un renard, un loup, qui sont au centre de problématiques sociétales toujours un peu pénibles parce qu'on voit le renard comme un mangeur de poules et le loup comme un agresseur de bétail. Puis en réalité, on ne voit pas que ces 2 espèces prédatent énormément d'autres espèces de vertébrés et qu'elles nous rendent service. Donc là, ce que nous voyons finalement, c'est une partie de la réalité, une partie qui nous affecte directement, puisque dans certains cas, ces prédateurs s'attaquent à des animaux que nous élevons. Et puis j'ai mis aussi une photo du geai avec le gland de chêne dans son bec, hein. C'est le grand disperseur de chêne, c'est celui qui entretient nos forêts. Et le geai est classé en France comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts, autrement dit une nuisible, hein, alors que sans le geai, pas de forêt de chêne. Donc là, finalement, on s'aperçoit que la représentation culturelle, elle a intégré des aspects un peu naïfs issus du monde de la chasse ou de la ruralité et qui sont totalement contradictoires avec la réalité scientifique. Donc finalement, il n'y a pas seulement le fait qu'on n'a pas de représentation, il y a plutôt le fait qu'on a des représentations qui sont assez biaisées et qui ne prennent pas en compte vraiment de nombreuses dimensions de la biodiversité. Diapo suivante, s'il te plaît. Et évidemment, le problème souvent, c'est que, comme on vient de le voir avec ces quelques exemples, derrière la biodiversité, il n'y a pas seulement une collection d'espèces, il y a beaucoup d'interactions. Alors, effectivement, pour reprendre ce qui a été dit en matière de pédagogie, moi, je me suis aperçu de manière un peu empirique, hein, que la surprise est un excellent allié. Finalement, on peut essayer d'expliquer, on peut essayer de séduire, on peut essayer de raconter de jolies histoires avec des espèces sympathiques et charismatiques. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai pu faire sursauter un certain nombre de personnalités, président de l'Assemblée nationale ou président de région, avec des exemples comme le caca de baleine, hein. Les baleines, on montre toujours des photos de baleines dans une belle eau bleue pure. Ben, moi, je préfère vous montrer la photo d'un caca de baleine, une photo qu'on voit quasiment jamais, et qui vous explique que les puits de carbone dans l'océan sont indispensablement liés aux baleines. Sans baleines, le plancton ne fonctionnera pas parce qu'il ne sera pas fertilisé et on ne captera pas de gaz carbonique. Ou à droite, je vous montre cette guêpe dont le tube digestif recèle les levures qu'elle dépose ensuite sur les grains de raisin et qui permettent la fermentation alcoolique. Alors, à l'origine de l'humanité, s'il n'y avait pas de guêpe, il n'y aurait pas eu de levure, il n'y aurait pas eu de vin. Ouais, donc ce type d'exemple, évidemment, ce ne sont pas des exemples très sympas ou très jolis, mais ce sont des exemples qui finalement permettent quelquefois de fracasser l'armure, hein, qu'on s'est constituée avec nos représentations culturelles qui sont un peu trop biaisées et qui ne permettent pas de comprendre que la biodiversité fait système. Diapo suivante, s'il te plaît. Et enfin, évidemment, un sujet un peu moins amusant, mais qu'il est important de comprendre, et surtout si on le fait suivre d'exemples de solutions, hein, c'est que comme la biodiversité fait système, quand on parle de déclin, d'effondrement ou de crise, peu importe les mots, ce déclin, cet effondrement a des conséquences autres et critiques, hein. Il ne s'agit pas simplement de pleurer la disparition d'espèces vivantes qui ne nous appartiennent pas. C'est aussi l'occasion de se rendre compte que quand des espèces déclinent, quand les populations s'effondrent, on perd des fonctionnalités, on perd la fertilité des sols, par exemple. C'est important d'expliquer finalement qu'aujourd'hui, malgré toutes nos pratiques industrielles agricoles extraordinairement performantes,
ben, on n'arrive pas à maîtriser finalement quelque chose qui paraît aussi simple que la fertilité d'un sol arable. De la même manière, hein, on a du mal à se rendre compte qu'en matière d'atténuation climatique, si on n'a pas la biodiversité, ben, il est impossible d'atteindre des objectifs, tout simplement parce que les puits de carbone biologiques absorbent 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, et puis parce que 60% de l'eau est stockée dans la végétation. Et cette eau stockée dans la végétation disparaît. Et de fait, on a énormément de stress en eau maintenant dans nos écosystèmes terrestres, hein, évidemment, où la très grande majorité des populations humaines se trouvent. Et puis enfin, il faut se rappeler aussi que la biodiversité, ben, elle est aussi source de pathogènes, source de maladies. Et que si on a une relation avec elle conflictuelle, on peut s'attirer des problèmes de ce point de vue-là. Donc il est important de montrer ce volet en termes de conséquences, mais évidemment aussi de montrer qu'il y a des solutions, hein, et de ne pas rester sur un point de vue un peu catastrophiste qui amènerait à penser que voilà, il y a une action impossible à mener parce que on est encore au plan sociétal dans ce triangle, dans ce fameux triangle de l'inaction, hein, malheureusement l'actualité quotidienne nous apporte sans arrêt des indications de l'inaction du côté d'un certain nombre de partenaires sociaux, qu'il s'agisse de gouvernements, de collectivités ou d'entreprises. Et donc, on a tendance à penser soit en tant que membre d'une institution publique, responsable d'une entreprise, ou tout simplement en tant que citoyen, on a tendance à penser que finalement, notre action ne comptera pas, alors qu'en réalité, on peut avoir des actions qui sont importantes sur le système biodiversité. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que finalement, c'est un message qu'il est relativement facile de faire passer, dans la mesure où la biodiversité a quand même cet aspect important, et je finirai là-dessus, c'est qu'elle évoque quand même pour nous, elle provoque beaucoup d'empathie en nous, et ça, c'est quand même une chance énorme pour en parler, hein. Quand on parle de sobriété en matière d'atténuation climatique ou de renoncement à certaines pratiques, et on porte un message qui peut être difficile à faire passer parce qu'il paraît être moralisateur ou il paraît être contraignant. Quand on parle de biodiversité, quand on parle d'avoir un régime alimentaire avec des produits de saison, quand on parle du bien-être qu'on éprouve vraiment au plan, je dirais, médicalement prouvé, hein, en présence de biodiversité, ce sont des éléments qui peuvent être positifs et qui montrent que finalement, on a des bénéfices immédiats finalement à bien se comporter avec la biodiversité. Voilà en quelques mots ce que l'on peut dire de la biodiversité qui fait système. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on va pouvoir passer aux questions-réponses, en sachant que voilà, vous pouvez poser aussi les questions à Céline, à Vivien, à moi si besoin. Mais je crois que j'ai vu passer une main qui se levait et je crois qu'il y a une question dans le chat. Julia, je te laisse. Alors, oui, il y avait autrement Julien, mais je pense qu'il est en train de revenir sur le chat, donc je vais lire la question qu'il y a dans la conversation de la part de Laurent Radisson. À l'attention de Philippe Grandcolas, quelles sont les principales erreurs que vous relevez dans les médias concernant la biodiversité? Oui, merci. En fait, moi, je ne parlerai pas tant d'erreurs finalement que de biais de présentation, hein. En fait, on a toujours une vision de la réalité, évidemment, qui est nécessairement biaisée, tous autant qu'on est, scientifiques compris, hein. Et quelquefois, ça ne permet pas de voir toutes les dimensions d'un système. Et donc, ce n'est pas forcément une représentation fondamentalement erronée, mais simplement, en fait, le système que l'on décrit a tout simplement des dimensions qui sont occultées ou cachées, hein. Si on prend par exemple la question du loup, hein, le fait que le loup, qui était une espèce finalement éradiquée, reconquiert le territoire métropolitain français, on va parler beaucoup du désespoir d'éleveurs qui se retrouvent avec des animaux égorgés, etc. Mais on ne va jamais aborder la dimension du loup comme un auxiliaire, un petit prédateur qui va réguler un certain nombre de populations animales. Et voilà, et dans cette manière finalement d'occulter une partie du système, évidemment, en règle générale, on a tendance à rester dans l'ornière de la représentation majoritaire, hein, et c'est peut-être l'erreur la plus courante que l'on peut trouver.
hormis, bien sûr, le fondamental que la biodiversité est vue sous un angle un peu d'animaux ou de milieux charismatiques, et finalement qu'elle n'est pas intégrée dans le fonctionnement des systèmes écologiques avec le climat voilà, ou les politiques de transition énergétique, par exemple, hein. Merci Philippe. Si je peux ajouter un point, c'est effectivement le fameux effet ours polaire. J'ai l'impression que tu décris un peu, Philippe, sans le dire, c'est effectivement les beaux animaux qui sont mignons et qu'on montre et on réduit la problématique à des animaux mignons, quoi. C'est un peu le travers de la télévision, et parce qu'il y a cette contrainte d'audience d'intéresser les gens, et par méconnaissance du sujet, on s'imagine que les gens ne vont s'intéresser à ces sujets que si on leur montre des choses mignonnes. Voilà. Ouais. Et qui est finalement comment dire, une erreur en termes d'efficacité de médiation, hein. Moi, je m'en suis rendu compte empiriquement en tant que modeste responsable de laboratoire, quand on faisait des services de presse. Je me suis rendu compte que finalement, on allait au début vers des espèces mignonnes pour essayer de coller avec ce que l'on imaginait être l'attractivité du sujet. Et puis quelquefois, on a au contraire essayé de partager des infos sur des espèces qui n'étaient pas mignonnes du tout, pas pour faire peur ou pour dégoûter, mais parce que c'était intéressant au plan scientifique. Et là, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus d'impact parce que finalement, on surprenait, hein. Donc, je pense que malheureusement, le fait d'utiliser l'ours blanc ou autre, c'est une tendance récurrente, mais elle n'est même pas, comment dire, justifiée par un souci d'efficacité. Je vais donner la parole à Monsieur Schmaler. Oui, vous pouvez activer votre micro. Je pensais vous le faire à distance, merci. Bonjour Philippe. Oui, je me demande si on n'est pas un peu dans une impasse, parce que on peut nous casser un peu la tête sur comment communiquer alentour de la biodiversité, mais si l'autre côté ne veut pas écouter et essaye plutôt aussi de discréditer la science qui est derrière, je vois quand même une grosse problème de communication alentour de ça, et je ne sais pas quelle est la bonne solution pour ça. Et c'est un peu, peut-être quelqu'un de vous a une idée. Vous faites référence au Trumpisme et à cette tendance à réfuter l'ensemble de la science et du climat, etc. Du dérèglement. Je fais référence à la discréditation des scientifiques, de la science, des faits qui sont là. On ne peut pas nécessairement questionner, mais qui sont quand même questionnés. Et après, vous connaissez peut-être la fabrique des mensonges, qui c'est toujours les mêmes façons de faire. Bon, Hugo Clément, il s'est fait aussi attaquer fortement. Vous êtes notre ennemi, etc., etc. Je fais référence à ça. Il y a un contexte sociopolitique qui est compliqué, évidemment. Il y a une montée des extrêmes et une réfutation globale des institutions et je veux dire, des représentants de l'État à tous les niveaux. C'est compliqué. Et néanmoins, on entend surtout les plus bruyants. On entend beaucoup les plus bruyants. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation, et on le voit notamment sur les réseaux sociaux, de ceux qui râlent, de ceux qui ne sont pas d'accord, de ceux qui sont contre le système. La majorité silencieuse, elle a besoin qu'on l'entende, qu'on traite ces sujets, elle s'intéresse. Toutes les études montrent, par exemple, que les jeunes générations sont très intéressées par les questions de biodiversité, de climat. La nouvelle génération, c'est le monde dont ils héritent, est très intéressée par ces questions-là. Et cela, eh bien, il faut pouvoir leur répondre. On n'arrêtera pas. Je pense qu'on aura du mal à arrêter, je dirais, les gens qui ne veulent pas croire en la science. C'est compliqué. Ceux qui se sont mis en retrait de la société, c'est très compliqué. Par contre, tous ceux qui doutent, on peut peut-être essayer de les convaincre. Et puis, il y a tous ceux qu'on n'entend pas, qui sont très intéressés par ces questions-là. Je ne pense pas qu'il faille céder au défaitisme et se laisser abuser par la surreprésentation de quelques-uns. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne sont pas nombreux, mais en tout cas, ils sont surreprésentés de ce que je vois, en tout cas clairement sur les réseaux sociaux, par exemple.
Et effectivement, lors de l'étude, on a questionné des scientifiques et des journalistes, et des deux côtés, ils nous ont dit que c'était un des sujets du moment, d'essayer effectivement aujourd'hui de traiter les fake news et de voir quel discours il fallait mettre en place pour finalement remettre en place la réalité. Donc c'est quelque chose sur lequel ils travaillent aujourd'hui. Je pense que par rapport aux fake news et par rapport à l'attitude d'un certain nombre de personnes qui pratiquent le déni, soit par intérêt, soit par mauvaise représentation culturelle, il ne faut pas hésiter aussi à réagir, mais pas à réagir en antagonisme, parce que là, c'est simplement un concours un peu de bêtises, hein, mais réagir avec une attitude disruptive, c'est-à-dire de l'humour, ou voilà, une forme d'humour ou de réponse un peu décalée, hein, qui peut aider justement comment dire, à, à déplacer le débat, hein, à ne pas le placer sur le terrain de l'antagonisme qui est quelque part celui du déni au départ, hein. Le déni, ça peut être de l'exaspération, de la peur, de l'indifférence, le refus d'un système politique auquel on attribue tel ou tel propos, etc. Donc il y a vraiment besoin de déplacer le débat et de faire un pas de côté. Je pense que ça, c'est important. Sinon, on rentre dans un cercle vicieux, hein, et évidemment, voilà, compte tenu, enfin, c'est une règle bien connue, hein, si on doit corriger toutes les fake news, ça prend un temps infini et on ne fait plus rien d'autre. Merci pour vos réponses. Il y a une question très importante sur la question des fake news en général, pas que sur ces questions de biodiversité ou d'environnement. C'est le fait qu'il faut bien savoir à quel moment on s'empare d'une fake news. Parce qu'il y a l'effet d'accentuation, l'effet de visibilisation encore plus grand si on s'attaque à toutes les fake news. Donc, bien choisir ses combats, ceux qui ont déjà, entre guillemets, quand l'incendie s'est déjà déclaré quelque part, pour éviter qu'il se propage. Mais ça ne sert à rien de donner de la visibilité à toutes les fake news. Et on a peut-être quelquefois, les journalistes, été trop dans un côté correction de choses qui finalement n'avaient pas une visibilité suffisante pour qu'on s'y intéresse. Et du coup, en la corrigeant, on lui donne de la visibilité. C'est Isabelle Adjani qui s'exprime aux 20h de TF1 pour dire non, je ne suis pas malade du sida, qui a donné comme ça une connaissance à plein de gens qui étaient absolument pas au courant de cette histoire. Voilà, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on corrige comme fake news. Et effectivement, je suis d'accord avec Philippe, de quelle manière? On n'est pas obligé d'entrer en conflit avec les gens, mais néanmoins, il faut rester ferme sur ses acquis et ne pas céder non plus à une forme de populisme et de démagogie pour ne pas fâcher les gens. Parce que oui, la science, c'est la science, les faits sont les faits, et on peut contester beaucoup de choses, des opinions, des actions politiques sur des tas de choses, mais les faits, c'est les faits. Voilà. Donc, il y a aussi cette rigueur qu'il faut s'imposer, tout en n'étant pas forcément antagoniste, quoi. Nous avons beaucoup de questions. Alors, je cite celle de Camille Réchir de La Croix pour Philippe Brancola. Quelles recommandations feriez-vous à des journalistes politiques économiques pour améliorer leur traitement de la biodiversité, sachant qu'à quelques cas près, la question de la biodiversité est rarement au centre de l'actualité pour ces rubriques. Comment les mettre à l'agenda? Oui, ben, on revient toujours à ce problème, hein, finalement de représentation culturelle. Comme ça a été dit plusieurs fois par Céline ou par Cyril, à quelque part, la biodiversité, c'est vu comme un sujet annexe, sympathique, mignon, mais ou anxiogène si on parle de crise ou d'effondrement. Et donc, il faut arriver à faire, là encore, un pas de côté. Arriver à surprendre, je pense, avec des exemples qui montrent à l'évidence que voilà, dans la biodiversité, on doit inclure les espèces cultivées, ce qui veut dire que derrière, il y a évidemment des problématiques économiques, des problématiques alimentaires, des problématiques de production de biens matériels, etc. Et puis montrer à chaque fois que derrière ces problématiques, il y a un système dans lequel voilà, il y a des choses qui peuvent être assez inattendues. Et là encore, je pense que la surprise, ça peut aider. Alors, l'argument classique qui est intéressant, hein, qu'on retrouve dans les rapports de la Banque de France ou des grands assureurs qui expliquent qu'une grosse partie du PIB tient à la biodiversité, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut arriver à décortiquer un certain nombre de petits mécanismes économiques, macroéconomiques, qui montrent que voilà, on a intérêt à bien gérer dans certains cas et que voilà, c'est pas la biodiversité, c'est pas contradictoire avec un fonctionnement économique, c'est l'inverse. C'est indispensable à un fonctionnement économique et de la même manière au plan politique à montrer qu'il y a voilà qu'on devrait arriver à dialoguer avec des parties prenantes
ce qui effectivement est fait, hein. Encore une fois, je suis d'accord avec Cyril, ce qui est souvent mis en avant en termes d'antagonisme entre des affirmations scientifiques et puis un certain nombre de filières économiques ou de corporations professionnelles, c'est souvent assez caricatural, et dans la réalité, dans le monde réel, il y a énormément de collaboration entre des institutions publiques, qui font de la recherche-action, et puis des partenaires, et avec des résultats qui sont vraiment encourageants. Et c'est intéressant d'arriver à montrer ça, pas pour raconter des histoires de bisounours, hein, mais pour arriver à montrer qu'on arrive à avancer d'une manière constructive. Et puis là encore, je pense que moi j'insiste vraiment sur la surprise, hein. Je pense qu'à chaque fois qu'on arrive à surprendre, on pénètre les esprits. Et effectivement, il y a cette question d'arriver à le faire suffisamment pour qu'au final, ça permette une intégration dans leur présentation culturelle, et que ça ne soit pas juste un petit éclair à un moment donné, quelque chose qui nous rend la journée plus sympathique, hein, mais qu'on ne va pas forcément intégrer dans nos raisonnements les jours d'après. Je relais la question de Luc Maresco qui nous a fait le plaisir de participer à cette étude. Est-ce que certains médias, radio, télé s'en sortent mieux que d'autres sur la diffusion de ces informations sur la biodiversité? Et si oui, pourquoi? Alors, dans la partie qualitative, si je réponds sur la partie études, on a pas mal de médias finalement, presse locale ou radio locale, même si en radio c'est un peu plus compliqué parce que les temps de parole sont très limités. Mais en presse, par exemple, ils ont plus de façons de traiter l'information parce que proximité, parce que page un peu dédiée. Et finalement, il y a un traitement qui est plus concret pour les citoyens. Donc effectivement, c'est un petit peu mieux. En télévision, on avait un panel de différents journalistes. Alors, les reportages peuvent fonctionner. Il y avait plus de reportages avant, mais il faut trouver la case. Et ça rejoint effectivement, comme on a tous dit, une notion d'audience où tous s'accordent à dire qu'il ne faut pas s'arrêter aujourd'hui sur l'audience si on veut parler biodiversité, parce que l'audience aujourd'hui n'est pas là. En tout cas, il faut trouver une case horaire pour pouvoir en parler, mais que la complexité, c'est vraiment de trouver sa case et d'être diffusé. Et c'est souvent plus facile dans des médias papier aujourd'hui que dans d'autres médias plus nationaux. Après, sur Internet, sur les réseaux sociaux, là, par contre, il y a plus de moyens, en tout cas, de s'exprimer Il aujourd'hui. y a, il y a effectivement les médias numériques qui s'en sortent plutôt pas mal, comme Loopsider ou 2050, qui sont effectivement. Alors, Loopsider, donc, est l'équivalent du brut franco-français, enfin, brut est en français lui-même, mais Loopsider, c'est un modèle un peu particulier. Ils sont plus petits, mais ils produisent des reportages intéressants dans le sens où ils vont essayer d'arriver sur des angles malins qui ne sacrifient pas forcément à la complexité des sujets. Donc, avec un format intéressant, attractif et qui intéresse son public. Quand on parle d'audience en télévision, l'audience, elle est quantitative. Souvent, on parle d'audience quantitative. Et je pense que le problème tient aussi à ça. Si on parle de puissance, de diffusion, oui, effectivement, un sujet de biodiversité fera probablement moins, quel que soit son traitement, je dirais, qu'un sujet de faits divers ou spectaculaire. Néanmoins, quand on parle d'engagement, de temps passé, de récurrence, de fidélisation, tout ce qui fait l'avenir d'un média, parce que c'est quand même ce public-là qui nous intéresse le plus, et bien là, ces sujets-là, quand ils sont traités de façon intéressante, avec de la surprise, avec de la beauté, j'ai vu dans un commentaire la beauté, oui, je suis tout à fait d'accord, ça marche. Moi, j'ai toujours en tête ces reportages incroyables, L'aventure des plantes de Jean-Marie Pelt, qui a alimenté ma jeunesse et qui était extraordinaire et qui fonctionnait très bien pour mon époque. En tout cas, je pense que ce genre de choses, effectivement, ça peut fonctionner. Donc, l'audience, de quoi parle-t-on quand on parle d'audience? Voilà, c'est aussi cette question-là. J'ai une question de la part de Cécile Couturier, journaliste indépendante. Avez-vous identifié depuis vos différentes positions un frein dans les rédactions sur un aspect trop militant des sujets écologiques et avez-vous des recommandations là-dessus? Alors, dans l'étude, on a posé la question. Il n'y a pas de grand frein militant, en tout cas dans le panel qu'on a interrogé. On nous a pas remonté vraiment de veto. Alors, il peut y avoir des sujets qui peuvent être plus ou moins touchy, en tout cas à mettre en avant. Ça, on nous en a parlé, mais en tout cas, on nous a pas relayé de vrais veto, en tout cas dans les comités de rédaction.
il peut y avoir des antagonismes au sein des rédactions entre des positions différentes sur des questions très polémiques comme le nucléaire, par exemple, ou je prends un exemple local, l'histoire des bassines de rétention d'eau. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et il peut y avoir des antagonismes assez forts entre le rédacteur en chef et les rédacteurs, c'est vrai, et des positions qui tiennent à tel ou tel rapport qui ne dit pas la même chose qu'un autre. Donc là, oui, c'est vrai, ça peut exister. Et il y a aussi, quelquefois, c'est vrai, des dissensions au sein des rédactions avec le groupe des modernes, le groupe des anciens, enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, des positions assez diverses. Je pense que la bonne façon de traiter les choses, c'est d'essayer de traiter la complexité et de séparer ce qui est de l'ordre de l'opinion de ce qui est de l'ordre du factuel. Et après, il y a des décisions politiques qui doivent revenir. Et on peut avoir un journal qui a des positions politiques, à condition qu'elles soient séparées des faits, qu'elles ne traduisent pas les faits. Donc, je pense que oui, ça peut exister. Il faut être très clair sur qu'est-ce qui est de l'ordre de la ligne édito, donc je dirais les opinions, et qu'est-ce qui est de l'ordre des faits, la réalité des faits. Il faut éviter de travestir les faits pour aller dans le sens de ces opinions. C'est surtout ça l'enjeu, je trouve, pour les médias. Je précise qu'on a dépassé le temps, donc éventuellement une dernière question, Julia, s'il y en a une. Oui, je propose celle de Sophie Casal de Nice Matin. Sophie Casal, je vous autorise à activer votre micro. Je pense qu'il faut que vous désactiviez le... Attendez. Il y a un bug, on ne vous entend pas, Sophie. Julia, je te laisse lire la question de Sophie. Alors, Philippe a déjà répondu à la question par écrit, donc je pense que c'est bon. Ok. Oui, je me suis permis de mettre quelques réponses dans le chat parce que sinon, je pense qu'on n'aurait jamais le temps de répondre à tous. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question qui n'aurait pas eu de réponse, ni par écrit, ni par oral? Il y a une question intéressante sur le côté anxiogène. Est-ce que le journal des bonnes solutions serait intéressant? Je vois de Luc. Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à Luc. Je pense qu'effectivement, l'idée de faire le journal des bonnes nouvelles, ce n'est pas du tout l'objet. Ça serait vraiment trahir la réalité dans un sens tout à fait identique à l'exagération, le côté très anxiogène. Donc, je pense que c'est surtout qu'il faut essayer, à chaque fois qu'on parle d'un problème, de trouver, quand c'est possible, des exemples de solutions. La problématique qu'il y a derrière, elle est aussi une question d'organisation, pour être très honnête, dans les rédactions. C'est-à-dire qu'il faut investir un peu plus de temps sur certains sujets pour pouvoir les traiter proprement. Ça nécessite de faire moins, mais faire mieux. C'est une logique qui n'est pas toujours intégrée dans les rédactions, puisqu'on est dans une logique d'audience, effectivement, quantitative. On produit, on alimente de la machine, on passe d'une news à l'autre, et on se dit comme ça, on court après une audience qui devient de plus en plus difficile à capter, notamment à cause des plateformes. Mais la réalité, c'est qu'il faut s'organiser différemment, prendre des sujets, mieux les traiter, et du coup avoir le temps de parler à la fois du problème, mais aussi de ses modes de résolution potentiels, de ce qui a pu être fait ici ou là, de l'impact de choses quotidiennes. Effectivement, on observe quelque chose dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a comme impact? Et qu'est-ce qu'on peut faire au jour le jour? Ça, c'est un travail, ça demande du temps, de l'investissement. Mais certainement pas de simplifier les choses et certainement pas de gommer la complexité et les problèmes pour pouvoir éviter le côté anxiogène. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, c'est un travail dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Merci beaucoup, Cyril. Je propose qu'on arrête le webinaire ici. Après, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les envoyer.
Une dernière précision avant qu'on se quitte, il y a plein d'actions. Donc, dans le cadre de ce Lab Reporter d'Espoir Biodiversité qui vont être mises en place, à commencer par la revue, notre revue annuelle. Nous lançons la campagne de financement participatif aujourd'hui. Donc, vous pouvez la retrouver sur Ulule. Le thème de cette année, c'est biodiversité et océan, dans le cadre de l'UNOC qui aura lieu à Nice en juin. Donc voilà, si vous voulez précommander la revue, elle est disponible sur Ulule. S'il y a des personnes à Lyon, nous y serons vendredi pour animer une table ronde sur le sujet de la biodiversité dans les médias. Fin mai, nous publierons les résultats de notre étude quantitative. Et tout au long de l'année, vous pouvez nous solliciter si vous souhaitez une intervention dans votre rédaction dans le cadre de notre tour des reporters d'espoir. Et sinon, le MOOC devrait sortir début 2026. Voilà, nous planchons dessus avec l'IJBA pour pouvoir se former en ligne gratuitement. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup aux participants. Merci pour vos questions et au plaisir d'échanger à nouveau sur ce lab biodiversité. Très bonne Merci. journée.